nous avoir rejoints par ce procédé un peu bizarre. On aimerait tant être en live, évidemment, mais bon, on va faire comme si. Et justement, on ne peut pas aller au cinéma pour l'instant, ce qui est une énorme lacune, parce qu'en effet, moi, j'adore aller au cinéma, je vais au cinéma toutes les semaines. J'ai gardé ce vieux rythme de mon enfance, et c'est vrai que plusieurs de mes romans, dont le dernier, Le rêve de Harry, sont imprégnés de mon amour du cinéma et de manière générale de la culture cinématographique. Je trouve que c'est très joyeux de nager dans la culture du cinéma, et j'adorais ça, et elle aussi. Donc c'était la première à m'avoir initié au cinéma. J'ai des souvenirs éblouis des premiers films que j'ai vus. Je me rappelle encore notamment d'un des premiers films que j'ai vus dans mon enfance qui m'a beaucoup marqué, qui était Robinson Crusoe, dans une version réalisée par Louise Buñuel. Buñuel a réalisé une de Robinson Crusoe qui ne ressemble pas tout à fait à une version d'elle, et c'était absolument magique. J'en garde plein de souvenirs et plein de la tête. Et puis, à l'Athénée, j'étais à l'Athénée de Schaerbeek, j'avais un prof de néerlandais qui était un grand cinéaste qui s'appelait André Delvaux, et très peu et beaucoup de cinéma, et on a initié tous ceux qui allaient à cette classe de cinéma, qui était une classe libre, volontaire, et il a initié tous ceux qui y allaient. On a réalisé des films avec André Delvaux, on a écrit des scénarios, et puis il nous a initiés au cinéma classique, il nous a montré les chefs-d'œuvre du cinéma muet, et puis des films classiques, et il nous a surtout appris la grammaire du cinéma. Il nous a fait comprendre pourquoi ça fonctionnait, pourquoi c'était fort. Bon. Et vraiment, à ce moment-là, ben voilà, ça c'était la potion magique, c'était Delvaux. Et vous avez même failli faire l'INSAS? Oui, alors quand j'ai terminé l'Athénée, j'étais tellement fou de cinéma que j'avais de m'inscrire à l'INSAS, où Delvaux, d'ailleurs, venait d'entrer comme prof. Il avait quitté l'Athénée de Schaerbeek. Il était devenu... Et donc, quand j'ai dit ça à mes parents se sont arrachés les cheveux. Mon père avait aussi peu de cheveux que moi, donc c'était déjà très douloureux. Et bien entendu, mon père et ma mère m'ont dit écoute, tu dois devenir avocat ou médecin. C'est toujours la classique des classiques. Et ils m'ont convaincu de choisir quelque chose à l'UNIF, peu importe quoi. Et puis après, quand j'aurais réussi, ils me payeraient, si j'en avais encore envie, des études à l'INSAS. Et j'étais un garçon très, très obéissant et pas du tout rebelle. Et donc, j'ai choisi un peu au hasard le droit par élimination de tout le reste. Et voilà. Et une fois que j'ai terminé le droit, évidemment, après 6 ans à l'école primaire, 6 ans à l'Athénée, 5 ans à l'UNIF, une licence complémentaire à l'UNIF, ça faisait encore 2 ans. J'avoue que je n'avais plus le courage d'aller de nouveau à l'école. Et donc, voilà. Et donc, je suis devenu, en effet, avocat à ce moment-là. Alors, dans votre livre, revenons au rêve de Harry. Harry, le grand-oncle de Michael, fuit la Lituanie après la révolution bolchevique. Il se réfugie à Berlin, où il travaille pour les prestigieux studios de cinéma UFA dans les années 20. Il est envoyé en Chine. Il s'installe à Bruxelles avec son épouse Herta, une ancienne actrice de la UFA. Et à Bruxelles, il exploite des salles de cinéma avant de repartir vendre des meubles à Montevideo. Alors, vous avez inventé tout ça, ou alors c'est vraiment le parcours des membres de votre famille? Où est la réalité, où est la fiction? Écoutez, si vous voulez qu'on aille en cuisine, d'accord, on va y aller, mais pour que vous compreniez comment cette histoire s'inscrit dans ce roman, le roman, donc le rêve de Harry, se fonctionne sur 2 époques. Il y a l'époque contemporaine avec le narrateur d'aujourd'hui, Michael Bellis, qui est
comme Sylvie l'a rappelé au début, qui est un intermédiaire, un agent immobilier pas très compétent et pas très glorieux, qui doit vendre notamment une vieille salle de cinéma. Et toute sa vie, et ses parents l'ont poussé à avoir comme exemple, comme modèle, ce fameux oncle Harry qui était l'oncle de la mère de Michael Bellis. Et c'était un homme d'affaires, parce que tu viens de le rappeler, il a été pendant de nombreuses années, une dizaine d'années à la UFA, il a ouvert des salles de cinéma, etc. Mais aussi, c'était un homme d'affaires, il faisait, et on le raconte d'ailleurs dans le livre, il était aussi, il faisait des bords avec les pays de l'Est. Et ensuite, il est parti dans les années 50 vendre des meubles en Uruguay. Donc, le héros, Michael Bellis, raconte aussi à sa compagne l'histoire de Harry, et lui qui vient d'être chargé de vendre ce cinéma abandonné, le Crystal Palace, au fond, il en arrive à se dire, mais je vais être plus fort encore que ce oncle Harry qu'on m'a présenté comme le winner de la famille, puisque le rêve de Harry, quand il avait des salles de cinéma, c'était des salles de cinéma de quartier à Bruxelles, son rêve, c'était d'acheter le Crystal Palace, qui à l'époque était une très grande salle de cinéma. Et maintenant, Michael Bellis se rend compte qu'il a la possibilité peut-être de mettre la main sur ce cinéma qui était donc le rêve de Harry. Et donc, c'est ce balance entre immobilier chargé de vendre. Il y a des petites coupures, Alain, je ne sais pas si... de l'oncle, la fameuse histoire de l'oncle qu'il raconte, il montre quel homme. Alors, pour revenir à ta question, parce que bien entendu, je n'y ai pas répondu, j'ai l'habitude de ne jamais répondre aux questions. Donc, on pénètre en cuisine, comme je disais, il y a en effet un grand aspect qui est tiré de la réalité, en tout cas dans l'histoire de l'oncle, puisque Harry était mon grand-oncle, l'oncle de ma maman, que j'ai encore connu, qui est mort très âgé, et dont les aventures les plus étonnantes, dont celle que tu as racontée, ces 10 ans passés à la UFA, ces voyages pour la UFA en Chine en pleine guerre civile dans les années 30, mais aussi toutes ces entreprises d'export-import pas toujours très clean en Belgique, puis ces faillites en Belgique, puis ces voyages en France pendant la guerre pour échapper aux Allemands, puis après la guerre, son installation en Uruguay. Ça, c'est vrai. C'est des aspects que j'ai tirés de l'histoire familiale et dont je me suis servi comme je m'en étais servi d'histoire familiale dans Monsieur Optimiste. Alors, est-ce que c'est vrai aussi? En tout cas, on rencontre des personnages complètement... c'est des légendes vivantes dans ce livre. Alors là aussi, on se demande est-ce que Harry et Herta les ont réellement croisés? Je pense au témoin de Herta lors de son mariage avec Harry, ce témoin qui n'est autre que Samuel Wilder, qui émigrera aux États-Unis, qui deviendra Billy Wilder. Alors, le Billy Wilder de certains Lem Show, de Irma la Douce, là encore, réalité ou fiction. Si c'est la réalité, on peut dire que le lien qui vous relie à Hollywood est vraiment très ténu. Oui, c'est-à-dire qu'il a évidemment croisé, puisqu'il était dans les studios de la UFA, et ma tante aussi, qui était une petite actrice de second rôle, au troisième rôle. C'est d'ailleurs là que Harry a rencontré Herta. Les studios, on est juste avant l'arrivée de Hitler au pouvoir. Ces studios, c'est qui? C'est
Michael Curtis, c'est Lou Beach, c'est Billy Wilder, c'est Marlène Dietrich, c'est tous ces extraordinaires cinéastes dont les meilleurs vont partir, il y a Fritz Lang aussi, dont les meilleurs vont partir pour certains la France d'abord, et en tout cas tous se retrouvent aux États-Unis, et n'abandonnant d'ailleurs les studios de la UFA à partir de 35, 36, il n'y a vraiment plus que des seconds couteaux qui sont achetés par Goebbels pour faire le cinéma de propagande allemand que Goebbels voulait absolument développer. Mais le problème de Goebbels qui voulait faire un Hollywood européen à Berlin, son problème, c'est que les plus affûtés des artistes qui auraient pu conduire la UFA à être l'équivalent européen de la MGM, ils étaient à la MGM. Ils sont partis à Hollywood. Et plusieurs d'entre eux ont aussi fait des films de propagande, mais des films de propagande américains, évidemment. Alors, avec votre héros, Michael Baylis, on prend beaucoup de plaisir à se balader dans les rues de Bruxelles. Le cinéma Crystal Palace n'a pas vraiment existé, mais on se doute qu'il est un condensé de tous ces cinémas magnifiques que vous avez fréquentés dans votre jeunesse. Alors, quels étaient ces cinémas? Oui, alors, j'ai voulu éviter justement de prendre une salle de cinéma existante ou ayant existé, parce que je trouve que ça limite la possibilité pour l'imagination de développer le lieu. Et donc, j'ai fabriqué un lieu imaginaire, ce Crystal Palace, au centre de Bruxelles, un endroit où il n'y avait d'ailleurs pas de cinéma, parce que dans le livre, il est situé pas très loin du canal. En réalité, c'est un mélange des grands cinémas du centre de la ville, des chics cinémas du centre de la ville, je dis chic par rapport au cinéma de quartier, au chic cinéma du centre de la ville dans les années 50, encore dans les années 60, devant laquelle il y avait des fils innombrables. On voit encore des photos sur Internet, d'ailleurs, circulent pas mal de photos de vieux cinémas de Bruxelles des années 50-60, avec des fils interminables. C'est très émouvant. Et c'était des salles gigantesques, parce qu'à l'époque, on ne les avait pas encore divisées en mini-salles. Donc, il y avait l'Eldorado, place de Beaucaire, qui existe toujours, mais entre-temps, c'est devenu un complexe de, je ne sais plus, 15-16 salles. Mais à l'époque, il y avait une gigantesque. C'est un des cinémas qui sert de modèle à ce Crystal Palace. Il y avait un cinéma qui s'auto-baptisait lui-même le Palais du cinéma, qui était le Métropole à la rue Neuve, et qui était un immeuble moderniste, d'architecture tout à fait audacieuse, très belle, qui est toujours là. La façade est toujours là. En tout cas, je crois que c'est un magasin Zara maintenant. La façade est très belle, ronde, marbre rose. Avec au-dessus de l'écran, je le signale, magnifique sculpture de Zatkin. Je suppose que le propriétaire, qui était M. Wilmans, la brasserie Wilmans, est parti avec le Zatkin avant de revenir la salle. Et puis il y avait aussi un autre cinéma que j'aimais beaucoup, qui était le Plaza, avenue Adolphe Max, oui, et qui est maintenant la grande salle de bal du Plaza. Il y a un hôtel Plaza là. Ils ont gardé la salle d'ailleurs, l'essentiel, parce que je me rappelle que j'ai été, je ne sais plus, à un mariage ou à une autre fête, une bar mitzvah, je crois, dans la grande salle de l'hôtel Plaza, et la salle était assez préservée, c'était assez émouvant. C'est un peu le mélange de ces salles-là, voilà, de ces grandes salles qui ont fait le charme du cinéma populaire de Bruxelles des années 50-60. Alors, Michael vit un peu sa vie par procuration à travers cette figure familiale qui a pris beaucoup de place et très mythique, que représente son grand-oncle Harry. C'est vraiment son modèle, le businessman qui a roulé sa bosse dans le monde entier. Est-ce qu'on peut dire que Michael est un peu un schlemiel, un maladroit qui n'a pas les moyens de ses ambitions, même si, mais on ne va pas dévoiler l'intrigue, il a plus de ressources qu'on ne le croit, et ces ressources, il va les puiser pour plaire à la belle Camille, notamment. Vous aimez bien ces personnages un petit peu de losers, les anti-héros. C'est un peu une constante dans vos livres.
Oui, c'est vrai. On ne sait pas ici, on ne va pas faire une exégèse sur la différence entre le Schlimazel et le Schlimir, mais c'est vrai que Michael Bellis est, est un personnage qui a de ça. On pourrait dire plus chiquement, comme vous, que c'est un anti-héros. C'est en effet un personnage qui, mais qui est toujours plein de l'espoir de réussir. Alors, il arrive, il a des débuts de la raconte dans le livre qui ont tous échoué, mais en même temps, ce qui est formidable, c'est qu'il n'est pas du tout amer. C'est un type qui croit toujours que demain, il va décrocher la loterie nationale. Évidemment de ses ambitions. On a des petites coupures à la... Mais en même temps, qui veuve. Ah oui. Je sais pas, il y a des petites ça coupures, va mais bon, ça va, on devine. On devine ce que vous dites. Allô, allô? Le problème du Zoom. Donc, je disais, quand une vieille veuve vient lui proposer un certain nombre d'immeubles, dont ce grand vieux cinéma, il se dit, ça y est, mon moment est enfin arrivé, c'est pour moi maintenant. Et j'ai décroché la montre en or. On verra que dans l'histoire, ça se passe un peu autrement, mais c'est important, en effet. Je mets beaucoup d'importance dans le développement de la personnalité de mes personnages. Et c'est vrai que ce personnage de Michael Bellis est un peu un écho de certains des autres personnages que j'aime bien vous faire voyager dans mes bouquins. Et toujours plein de ressources, mais ça, voilà, il faut lire le livre pour le découvrir. Alors, le rêve de Harry, c'est vraiment un hommage au film noir avec plein de références aux années 50, forcément à travers le cinéma et d'autres références aussi. Il y a un meurtre, il y a un associé véreux, il y a des combines immobilières, une secrétaire, une riche veuve exaltée style Castafiore, et une réelle intrigue, on ne va pas la dévoiler. Alors, vous avez voulu le concevoir comme un roman noir, un polar? Bon, moi, j'aime bien le mélange des genres. Donc, je n'ai pas écrit comme un polar. Alors, c'est vrai que dans l'histoire, il se passe un certain nombre d'événements, de rebondissements, et passe dans l'histoire, comme vous le dites, un certain nombre de personnages troubles, notamment d'ailleurs des agents immobiliers concurrents de Michael Bellis. Mais le livre n'est pas écrit comme un polar. Il n'est pas conçu comme un polar. Il est peut-être écrit comme un polar, mais il n'est pas conçu pour être un polar. C'est un roman, et j'aime bien ça d'habitude, justement, au fond, de casser le code des genres, de me servir des codes de plusieurs genres, à la fois du roman classique, du roman policier, de les mélanger pour en faire un roman qui n'est ni tout à fait un polar, ni simplement un roman pur et simple. J'aime bien ce côté-là. J'ai aussi, à côté de ça, écrit, comme vous le savez, une série de polars, et là, qui sont assumés comme étant des polars qui sont les enquêtes de Michel Vanloo, qui se passent à Bruxelles dans l'immédiate après-guerre. Et ça, c'est une série, 5 à l'heure actuelle, livre privé. Ce n'est pas le cas ici, ce n'est pas un vrai roman policier. Alors, chacun des 43 chapitres du livre porte le titre d'un grand classique du cinéma. C'est très amusant d'ailleurs, tous ces titres de chapitres, Assurance sur la mort de Billy Wilder, L'ombre d'un doute d'Alfred Hitchcock, L'homme de Rio de Philippe de Broca, et même Toto le héros de Jaco van der Maal. Alors c'est très amusant parce que chaque titre de chapitre donne le ton de ce qui va se passer dans
de ce qui va être raconté. C'est comme un petit jeu. Enfin, moi, je l'ai en tout cas, j'ai lu ce livre et j'ai lu tous ces chapitres. C'était vraiment un petit jeu pour moi, comme un test. Puisque chaque fois j'essayais de me souvenir du réalisateur et j'y suis arrivé une fois sur 10, des interprètes avant de vérifier à la fin du livre voilà, si j'avais raison ou pas. Alors il manque peut-être les années, donc ça aurait été très amusant. Mais est-ce que c'était un jeu pour vous? Est-ce que vous l'avez écrit aussi comme ça en vous disant voilà, ça va être un jeu, est-ce que les titres sont venus après l'écriture des chapitres ou alors vous avez eu les titres des chapitres et puis l'écriture vous est venue ensuite? Écoutez, c'est né parce que le premier chapitre, je croyais que ça allait être le titre du livre. Et le titre, c'est « Comment l'esprit vient aux femmes ». Titre assez... On peut le discuter, bien entendu, à l'époque de MeToo, mais bon, « Comment l'esprit vient aux femmes », qui est le titre français d'un film américain, d'ailleurs tout à fait formidable, qui date de 52, je pense, qui a été oscarisé d'ailleurs. Et le premier chapitre commence parce que le bébé Michael Bellis se rappelle que le bébé est mal de son oncle Harry à la première du film Comment l'esprit vient aux femmes. Bon. Et ensuite, j'ai abandonné l'idée de mettre ça comme titre du livre. C'est dommage parce que peut-être qu'un beau scandale aurait permis de vendre beaucoup de livres. Mais bon, après ça, et alors, mais ça m'a amusé au fond de faire référence ainsi à un film. Et chaque fois que j'écrivais un chapitre, mais c'est après, donc chaque fois que j'écrivais un chapitre, je me disais, tiens, ce chapitre, si je devais lui donner un nom de film, lequel ce serait? Et donc, le film n'a pas d'importance par rapport au contenu du chapitre, c'est un petit jeu parce que chacun de ces titres de film colle avec le contenu du chapitre, mais ça n'a pas induit le contenu. C'est au contraire, c'est le contenu qui induit le titre. Et c'est en effet un petit jeu, puisque à la fin du livre, pour ceux qui n'ont pas reconnu les films, il y a une liste en disant à quel film ça correspond et qui en sont les réalisateurs et les principaux interprètes. Donc, c'est un livre-jeu en même temps. Tout à fait. Alors, l'antisémitisme, le souvenir des drames subis par les Juifs se manifeste par petites touches dans ce livre, comme dans tous vos livres hein, d'ailleurs. Mais vous évoquez aussi les destins fabuleux, donc on en a parlé. On n'a pas parlé d'Edward J. Robinson, alias Emmanuel Goldenberg, juif d'origine roumaine, un acteur de légende, Billy Wilder, alias Samuel Wilder, issu d'une famille juive autrichienne, ou Mihaly Kertész, metteur en scène juif hongrois, qui a aussi fui aux États-Unis et qui est devenu Michael Curtiz, réalisateur de Casablanca. C'était important de faire passer ce message-là aussi. Oui, alors, il y a quelque part plusieurs aspects juifs et je ne peux pas m'en dépêtrer dans mon roman et comme vous le dites, je ne m'en dépends plus dans mes autres romans, mais ça fait partie de la genèse dans laquelle j'écris. La culture juive est souvent présente et ici, elle l'est d'autant plus que, évidemment, Harry est l'homme d'affaires juif des années 30 et qui va fuir avec Hertha, réellement d'ailleurs, dans l'histoire vraie, en 40, et qui va atteindre Nice. Et donc, on raconte d'ailleurs aussi quel était le sort intéressant des Juifs sous l'occupation italienne en 1940, jusqu'à ce que les Italiens, évidemment, se retirent en 1943 et que les Allemands occupent la poche de Nice. Bon. Et il y a là, à travers ces personnages, à travers surtout Harry, évidemment,
l'écho, c'est pas l'histoire juive des années 30, mais il y a l'écho de ce qu'un personnage de juif pouvait vivre à l'époque, dans les années 20 et 30 et 40, évidemment. Donc, ça fait partie de l'intrigue, mais ce n'est pas le cœur de l'intrigue, mais ça colle au personnage, forcément. Et donc, ça, c'est assez important. À quoi s'ajoute, évidemment, l'importance dans le cinéma classique américain, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais dans le cinéma classique américain, l'importance, justement, de ce que les Juifs d'Allemagne et d'Europe de l'Est ont apporté à Hollywood, et donc qui ont répandu, grâce aux productions hollywoodiennes, la culture juive telle qu'eux l'avaient assimilée, même si c'est des films très goy, leur culture juive transparaît évidemment, notamment dans le cinéma de Lubitsch ou de Billy Wilder. Billy Wilder, il faut le rappeler d'ailleurs, qui a été lui-même, d'abord, avant d'être le grand cinéaste, je trouve le cinéaste majeur des années 50 et début des années 60, ça a été aussi d'abord le grand scénariste de Lubitsch. Et il n'est pas pour peu dans la Lubitsch Touch des grands films de Lubitsch, notamment c'est lui qui a écrit Ninotchka. Donc cette Jewish Touch que les de Vienne est apporté à Hollywood, forcément, c'est ce cinéma-là qui transparaît dans l'amour du cinéma des personnages de ce livre. Alors dans ce livre, la spéculation immobilière aussi occupe une grande place. Les coups tordus, les acheteurs qataris, avec toujours cette pointe d'humour et d'ironie qu'on vous connaît. D'ailleurs, j'ai beaucoup ri quand Michael se fait avoir par un promoteur grec, Kostia Papatakis, qui veut ériger à Bruxelles une tour en métal lumineux, la Megalos Green Tower. Alors, c'est vraiment très drôle comme nom. Enfin, moi, ça m'a beaucoup fait rire. Alors, cette spéculation immobilière à Bruxelles, c'est quelque chose qui vous inquiète toujours? Oui, alors moi, j'ai effectivement cette spéculation immobilière. Moi-même, je suis de la génération qui a connu la dévastation immobilière et spéculative de Bruxelles après l'Expo 58, particulièrement dans la fin des années 60, avec tous ces grands promoteurs, en tout cas véreux, promoteurs immobiliers, Charlie Depeau, et les hommes politiques qui l'avaient acheté et qui ont couru avec et fait du pognon avec, bien entendu, la figure qui revient tout de suite dans l'esprit, pas dans le livre, mais dans l'esprit, c'est Van den Boeynants, mais aussi Guy Cudel, qui a dévasté la place Rogier et tout le quartier nord. Bon, alors, moi j'ai connu cette époque-là, j'avais déjà écrit d'ailleurs sur ce problème de l'abominable ravage, la jungle immobilière de Bruxelles dans les années 60 et 70, qui s'est calmée après, notamment grâce à différentes associations comme l'ARO et puis un certain nombre de comités de quartier qui se sont groupés et qui ont commencé à se battre contre la construction des tours qui en effet s'est arrêtée. Et puis, je constate que depuis quelques mois, de nouveaux projets de tours, comme si on avait oublié les ravages que la promotion immobilière avait fait à Bruxelles, sans compter la corruption que ça entraînait sur le plan politique, on se rend compte que c'est en train de renaître, particulièrement avec deux personnages politiques qu'il faut citer, qui sont curieusement deux socialistes, puisqu'il s'agit de Rudy Vervoort, le président de la région bruxelloise, et de son ministre SPA qui s'appelle Pascal Smets. Tous les deux sont à l'origine d'un grand projet de développement immobilier de Tours et encourage depuis quelques mois le développement par des promoteurs de grandes tours à Bruxelles, d'abord le long du canal, et puis maintenant, comme vous savez, il y a aussi un projet, enfin vous savez, vous ne savez pas justement, parce qu'on n'en parle pas assez, un projet immobilier tout à fait choquant et
épouvantable qui est prévu au Sablon. Déjà ravagé aussi par la destruction de la maison du peuple et la construction d'un immeuble tour abominable qui a servi longtemps à l'administration de la communauté française. Bon, donc il y a un retour, si vous voulez, aujourd'hui, et depuis peu. Donc c'est intéressant, c'est sous cette législature un retour de la promotion immobilière par immeuble tour à Bruxelles. Donc il faut vraiment y avoir garde. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais en un siècle, j'ai trouvé ces chiffres dans une étude, les Bruxellois ont fréquenté 250 salles de cinéma sous 450 enseignes différentes. Aujourd'hui, il ne reste que 11 cinémas à Bruxelles, c'est complètement fou, dont 3 des plus anciens cinémas de la capitale, le Palace, édifié en 1913, et l'UGC Toison d'Or, qui réunit les anciens Capitole et Palais du Trocadéro, qui ont ouvert respectivement... L'Acropole, vous voyez l'Acropole. L'Acropole, pardon, et qui ont ouvert respectivement en 1919 et en 1914. Et encore, ces 11 cinémas sont actuellement fermés, pour les raisons qu'on connaît. Comment voyez-vous l'avenir de ces salles de cinéma? Écoutez, je n'ai pas de boule de cristal, donc de cristal palace d'ailleurs. Mais j'avoue que je suis évidemment très inquiet parce que tout simplement, sur un plan purement financier, est-ce que ces sociétés propriétaires des salles de cinéma, que ce soit des grands groupes comme UGC, Kinépolis, ou que ce soit des petits propriétaires comme le propriétaire du cinéma Vendôme ou des galeries, est-ce que, pour parler que de Bruxelles, est-ce qu'ils auront les reins assez solides pour relancer leur cinéma? Est-ce que les gens auront envie, besoin sans doute, mais pas encore, ne vont-ils pas traîner à un certain moment la peur de se retrouver dans un lieu clos ensemble? Point d'interrogation. J'ai effectivement envie de revenir au cinéma, mais c'est vrai qu'en même temps, dans le contexte actuel, on a peur. Bon, donc voilà, mais on a besoin de cinéma. C'est incontestable que toute la culture du XXe siècle et du début du XXIe siècle a été dominée par l'image en mouvement, par le cinéma. Même lorsque ça passe à la télé, c'est souvent d'abord du cinéma. Maintenant, il y a les séries, mais et le cinéma a formé l'imaginaire, y compris des écrivains, certainement de la deuxième moitié du XXe siècle et de ce début du XXIe siècle. Et donc, c'est un art essentiel, me semble-t-il, pour survivre. Alors, donc, pourvu qu'il survive lui aussi. On a parlé du rêve de Harry, mais c'était quoi le rêve d'Alain Berenbaum enfant et c'est quoi le rêve d'Alain Berenbaum aujourd'hui? Oui, je ne sais pas très bien quel était mon rêve, puisque quand j'avais 6 ou 7 ans, mon rêve était d'être receveur de tram, ce qui était totalement idiot, puisque le métier a disparu assez rapidement. Mais moi, ma passion, c'est d'écrire. Et je mélange très bien mon amour du cinéma avec ma passion d'écrire, parce que j'ai le sentiment d'écrire de manière très cinématographique. Pas nécessairement pour que ça fasse un film, mais parce que j'aime bien enchaîner les scènes, j'aime bien que ça bouge, que les personnages, au fond, soient des personnages qu'on aurait pu voir au cinéma. Je suis très influencé, mais comme beaucoup d'écrivains, vraiment, il ne faut pas être cinéphile pour ça, très influencé par l'écriture cinématographique, et j'ai le sentiment qu'elle alimente mon écriture littéraire. Et ma passion, c'est ça. Depuis longtemps, j'ai commencé il y a longtemps à écrire, j'ai publié depuis le début des années 90, et donc ça fait 30 ans que je publie des livres et que régulièrement, je continue d'en écrire. Donc, effectivement, c'est la passion et c'est ce que j'aime dans la vie. Voilà. Je confirme que l'écriture est tout à fait cinématographique et que c'est un vrai scénario de film, en tout cas, le rêve de Harry. Alors, je voulais savoir si vous avez des questions à poser à Alain. N'hésitez pas à ouvrir votre micro. Et voilà.
Ah, attends. Si Richard, tu peux ouvrir ton micro? Voilà. Voilà, c'est Voilà. bon. Alain, je n'ai pas encore lu ce livre, mais j'imagine, connaissant ton univers incroyable, est-ce que Harry est une petite allusion à des titres de films de Woody Allen? Est-ce qu'il n'y a pas une influence Woody Allenienne là-dedans? Parce que il y a Harry dans tous ses états, etc. Parce que Harry n'est pas un nom très très courant en Belgique ou en France. Mais c'était vrai. Oui, c'est-à-dire que Harry, tu as raison et tu as tort. Tu as raison parce que, de manière générale, mais on me l'a souvent dit et c'est vrai, mes personnages principaux ont un côté Woody Allenien, incontestablement. C'est des personnages de ce type-là, en tout cas. Ça ne me déplaît pas. Ça ne me déplaît pas. C'est ce genre de juif-là. Mais il se fait ici que… Oui, et d'ailleurs, Harry, sauf que Harry, en tous ses états, n'est pas le meilleur film de Woody Allen, donc je ne ferai pas spécialement référence à ça. Donc, non, je faisais allusion juste au nom. Oui, tout à fait. J'ai même pas vu. Mais il se fait que Harry, c'était vraiment le Harry de l'histoire. C'est un hommage à mon grand-oncle, que j'appelais mon oncle, et donc c'était vraiment oncle Harry. Mon oncle, c'était vraiment Harry. Il s'appelait Harry Baylis, comme le personnage principal du livre s'appelle Michael Baylis, c'est son neveu dans le livre, et moi c'était mon oncle Harry. Il s'appelait Harry vraiment. Donc c'est un vrai hommage à ce vrai oncle qui me permet d'écrire ce livre. Merci à Harry. Ah d'accord, merci. Izzy, et puis Ménia peut-être. Izzy, tu peux ouvrir ton micro? Oui, je viens de l'ouvrir. Bon, merci Alain, je n'ai pas non plus encore eu le plaisir de lire ce livre-là. Bonjour Izzy. Bonjour Alain. Mais j'avais dit bonjour à l'entrée, mais tout le monde te disait bonjour. C'est bien. Oui, mais j'aime toujours t'accueillir, j'aime toujours te voir. La première réflexion qui m'est venue quand vous avez parlé d'Harry et de Schlemazel et de Schlemiel, c'est un roman de Sholem Aleichem. Je ne sais pas s'il a été traduit. Moi, j'ai eu l'occasion de le lire en yiddish, qui est un roman épistolaire d'un gars qui écrit chaque fois à sa femme qui va devenir très riche et puis il explique qu'il a été baisé dans les affaires. Et ça fait tout un roman très humoristique. Alors, s'il est traduit, je t'engage à le lire, et si tu ne l'as pas lu, parce que ça va t'amuser énormément. Ça, c'était ma première réflexion qui m'est venue. La deuxième, tout le monde sait que je suis un socialiste de l'ancien temps, mais je voulais dire que ta remarque sur les tours à l'heure actuelle me semble, par rapport à un problème politique réel, un peu déplacée parce que c'est Charles Piquet qui était revenu à l'augmentation de la densité suite à la perspective d'une augmentation de la population. Et donc, si tu as une augmentation de la population, l'important, me semble-t-il, n'est pas de condamner les tours, mais d'avoir des tours qui soient des tours créatifs sur le plan architectural et sur le plan de la conception, avec peut-être des espaces communs nouveaux, une nouvelle forme de vie. La troisième réflexion est une question. Tu parlais de l'avenir du cinéma indispensable. Est-ce que le danger ne vient pas des séries, et les propriétaires de séries ou de réseaux comme Netflix sont maintenant devenus des producteurs de cinéma? Et des producteurs de cinéma qui, dans certains cas, sont d'ailleurs projetés dans les salles. Je ne me souviens plus des titres, ça c'est ma mémoire qui fait défaut, mais j'ai vu au Palace un film qui était… Roma, sans doute. Oui, qui était produit par une chaîne. Donc, le problème me semble assez complexe. Et enfin, une dernière question. Est-ce que tu as déjà eu envie d'être scénariste ou tu l'as déjà peut-être été? Et si tu n'as pas été, est-ce que tu as envie de faire un film toi-même? Écoute, ça fait beaucoup de choses. Je note en tout cas, je note le livre de Shalom Aleichem. Je ne connais pas celui-là. Je ne sais pas s'il est traduit en français. Je vais voir. Menachem Mendel, c'est le titre du livre. Menachem Mendel, bon, oui. je vais regarder ça. En ce qui concerne tes questions, oui, c'est vrai que les producteurs de séries, notamment Netflix, Amazon, se sont lancés dans la production, depuis quelques années d'ailleurs, de séries extrêmement
coûteuses, extrêmement ambitieuses, et dans lesquelles ils ont embarqué quelques-uns des meilleurs cinéastes du monde, d'ailleurs, pas seulement américains. Il y avait aussi le dernier film de Martin Scorsese, qui est brièvement sorti en salle, mais pour l'essentiel, c'est un film Netflix. Il y avait Roma, dont je citais là tout à l'heure, de Inarritu. Et maintenant, il y a d'ailleurs le film sur Mankiewicz, l'auteur du scénario de Citizen Kane, qui s'appelle Mank, qui est aussi un très beau film, très, très original et très ambitieux, très art et essai. Donc, c'est vrai qu'il y a une grosse concurrence, incontestablement, des séries avec des très gros moyens et de très grands cinéastes. Mais bon, la télévision aussi, à un moment, avait produit des choses tout à fait intéressantes, des téléfilms et même des séries. Voilà, je pense que le cinéma a toujours survécu à tous ces chocs. Il a survécu à l'arrivée de la télé. Ça a été dur, mais il y a survécu. Il a survécu à l'arrivée de la vidéo. Je crois qu'il va survivre aux séries et il va coexister. De ce côté-là, j'ai pas peur. J'ai peur plutôt des conséquences économiques de la pandémie que des conséquences du développement de la série. Je trouve au contraire, c'est très stimulant qu'il y ait aussi des créations de ce côté-là, parce que parfois certains cinéastes français n'avaient plus les moyens de faire des films aussi coûteux, et Netflix le lui a permis, et tant mieux. Et si tu veux être scénariste ou produire un film? Scénariste. Oui. Écoute, je me suis, effectivement, il y a 2-3 cinéastes qui, à un certain moment, m'ont demandé de travailler avec eux sur des scénarios, et je me rends compte que c'est pas mon truc. C'était très mauvais. Ce que je faisais était très mauvais, et c'est une toute autre écriture, le scénario, et roman. Moi, je me sens plus à l'aise dans le roman parce que je peux à ce moment-là développer un univers complet et pas simplement les thèmes et le schéma d'un morceau qui va ensuite être développé par un réalisateur. Ce que j'aime dans le roman, c'est que précisément, je fais à la fois le scénario, la réalisation, la production et la série qui a été produite à la suite du succès du roman. Donc, c'est complet. Et je ne me vois pas effectivement cinéaste, et certainement plus à mon âge. Monsieur Optimiste a été joué au théâtre, Monsieur Optimiste. Oui, Monsieur Optimiste a été adapté au théâtre. Il a été joué au Théâtre des Martyrs d'abord, puis au Théâtre Le Public. Oui. Il va être repris d'ailleurs, parce qu'il a été interrompu évidemment à cause du Covid, et donc il va être repris au Théâtre Le Public, je pense, en fin de saison, s'il y a une saison encore. Voilà, on espère le ressortir avant l'été. Ménia, tu as fait une question. Merci. D'abord, un grand merci à Alain et Sylvie pour cette excellente présentation, même s'il y avait quelques problèmes techniques, mais enfin, comme ça, on est convaincu de devoir lire le livre. Une toute simple question. Connaissons votre activité débordante comme avocat, ayant eu l'expérience récemment de votre excellence lors du plaidoyer pour notre procès Troxani. Je voudrais savoir quand vous trouvez le temps d'écrire, combien d'heures vous dormez et quand est-ce que vous écrivez, et si c'est d'un coup ou si c'est combien de temps ça vous a pris ce dernier livre à peu près? Écoutez, j'ai commencé à écrire, je pense à peu près lorsqu'est né mon fils qui s'appelle Stasien. Et c'était formidable parce que on a été coupé donc tu as commencé à écrire à la naissance de Stanley, c'est ça?
pratiquement. J'ai Ah, commencé à écrire à la naissance de, je disais, un fils que Richard et toi, vous connaissez bien. Et c'était tout à fait intéressant parce que ce fils, Stanley, ne dormait jamais. Donc, ni le jour ni la nuit, c'est un enfant qui ne dormait jamais. Et donc, ça a duré comme ça pendant 2-3 ans. Et donc, j'avais déjà commencé à écrire, mais là, je me suis rendu compte que c'était formidable d'écrire la nuit, puisque pendant que Stanley ne dormait pas, ben, moi j'écrivais, alors c'était très bien. Bon, et donc c'est une partie de la réponse, effectivement. Moi j'aime bien écrire à tout moment, que ce soit la nuit, que ce soit tôt le matin. Bon, j'ai pas la télé non plus. On a supprimé la télé, Myriam et moi, il y a très très longtemps, et donc bon, de temps en temps, il m'est arrivé de regarder l'une ou l'autre série, mais plutôt sur l'ordinateur. Et donc, je n'ai pas la télé, ça fait gagner un temps fou. Je ne fais pas de sport, c'est peut-être très mauvais, mais bon. Et donc, je m'organise bien. Donc, ce qui fait que finalement, je fais coexister, outre ma vie familiale, mes deux passions, c'est-à-dire à la fois le barreau, mais qui est très spécialisé, puisque je ne fais que du droit d'auteur et du droit de la liberté, de la presse et d'expression, avec ma passion pour la littérature. Et donc voilà, mais je fais pas. Ça aurait été évidemment beaucoup plus compliqué si j'étais un avocat qui travaillait dans des matières où il faut aller tous les jours au palais, je sais pas, le roulage, des matières comme le pénal, parce que là, il y a une servitude présence. Dans ma matière à moi, que ça, on organise mieux son temps. Merci. Oui. Oui, Alain, d'abord te dire tout le bonheur de te revoir. Moi aussi, Jean-Claude. Tu es dans une forme magnifique. Je vais évidemment m'empresser d'acquérir ton ouvrage, te dire bonjour et te dire au revoir aussi parce que je vais vous quitter. Et un petit mot pour Richard Ruben, qui, à mon avis, va trouver dans ce Zoom d'aujourd'hui des éléments de gag absolument extraordinaires. Voilà, je vous embrasse tous et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Salut Jean-Claude. Y a-t-il encore des questions? Oui, tu peux ouvrir ton micro, Richard? Oui, juste pour dire, Alain, c'est une question purement technique puisqu'on ne s'est pas vu depuis un moment. Est-ce que tu es déjà passé chez Filigrane le dédicacer ton livre ou pas? Hélas, oui. En fait, c'est la seule librairie où j'ai pu passer parce que mon livre est sorti en fin février, je crois. Fin février. Marc, oui, c'est tout récent. Marc avait organisé une soirée, donc il y a eu une soirée à Filigrane, et puis suivante qui était prévue, ben, clac, c'était fini. Ça a été à partir du 15 mars le confinement et en plus la fermeture des librairies. Donc il y a eu une seule séance de signature. Voilà, il n'y a qu'une seule séance de signature, c'était à Filigrane justement. Ah d'accord. Ah ben, je vais m'empresser d'aller l'acheter pour me plonger dans cet univers bruxellois. Merci. Oui, Izzy. Oui, je suis impardonnable. Je n'ai pas remercié Alain. Je ne peux pas remercier non plus de votre prestation à deux qui est remarquable et que je crois vous pouvez régulièrement faire, que ce soit surtout au CCLJ évidemment, et peut-être ailleurs. Voilà. Merci Izzy, mais c'est vrai qu'on aurait été tellement heureux de faire ça en live et tous de se voir, bien sûr. Bien sûr, mais ce n'est que partie remise. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, je pense que voilà, on a passé une petite heure ensemble. Alain, merci mille fois en tout cas pour ce voyage. Like they're all reading a book. Ah non, je ne sais pas qui est ce. J'ai entendu une voix, oui. 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 Voilà, quelqu'un qui a ouvert son micro et puis qui l'a refermé. Donc il n'y avait peut-être pas grand-chose à dire. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour
pour ce merveilleux voyage. Vraiment, je vous le conseille. Hein. Donc, il est en vente dans toutes les bonnes librairies et chez notre partenaire Filigrane, bien sûr. Merci mille fois, Alain. Je voulais vous rappeler qu'on nous avons encore un Zoom avant la fin de l'année. Ce sera le 17 décembre, Fatoumata Sidibé, qu'on a pu apercevoir tout à l'heure. Alors, je sais pas c'est une référence avec un film d'horreur, me semble-t-il. Oui, je sais pas. Mais c'est pour alimenter le gag de Richard, évidemment. C'est Christopher Lee qui est réincarné. Je crois que tu l'admires beaucoup. Hein. Le voilà d'ailleurs, le voilà. Oui, il apparaît dans le livre d'ailleurs. Oui, absolument. Oui, tout à fait. En tout cas, mille merci. Fatoumata Sidibé, c'est le 17 décembre, le parcours d'une femme exceptionnelle. Et puis demain, nous allons allumer la première bougie de Hanouka. Ce sera en Zoom également. Et donc, avec Michel Claudia, je ne sais pas qui est ce monsieur ou cette madame, parce que c'est un peu difficile sur la photo de... Je ne sais pas si vous avez une idée, mais voilà. En tout cas, c'était... Ah oui, c'est quelque chose. Voilà. Écoutez, merci Alain. Oui, il était temps de terminer, je pense. Temps de terminer. Je ne sais même pas si je peux bloquer cette personne. Oui, il fallait simplement... On m'entend là? Voilà, je l'ai bloqué. Oui. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Oui. Non, comme dans tous les événements juifs, il y a toujours un schnorrer où là, il y a quelqu'un qui crie à l'aide. Et je pense que ça va nous porter bonheur et à tes prochains livres aussi. Peut-être c'est quelqu'un qui crie à l'aide, ça c'est possible aussi. Très bien embêtant. En tout cas, merci à tous et puis à très bientôt et passez de belles fêtes et Aksamea. Et n'oubliez pas, demain, on allume la première bougie en ligne à 19h. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Merci mille fois. Merci beaucoup, Sylvie. Et à très vite en vrai. Ah oui. Merci. Belle soirée. Au revoir. Merci. Ciao. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. D'abord, je suis